Destination Francophonie vous emmène à Madagascar. Bonjour et bienvenue dans la Grande Île ou encore l'île Rouge. Madagascar a de très nombreux surnoms et il en faudrait encore beaucoup d'autres pour qualifier ce pays aux multiples visages. Des visages, des voix, des sourires, ce sont d'ailleurs ceux des Malgaches qui vont vous faire découvrir leur pays, leur culture et leurs traditions et tout cela en français. Pour la première étape de notre voyage, je vous emmène dans les rues d'Antananarivo, la capitale. On l'appelle ici tout simplement Tana. J'ai rendez-vous avec une personnalité francophone connue dans tout le pays. Il est slameur et il s'appelle Gad Ben Salem. Vous êtes prêts? Alors c'est parti pour un voyage en francophonie à Madagascar. Salut Gad. Salut Yvan, ça va? Je suis ravi de te rencontrer. Pareil. Puis tu m'accueilles sur les hauteurs de Tana, dans la haute ville. Ouais, la haute ville, on prend un peu de la hauteur. Nous, on continue de l'appeler la haute. La haute, en bon malgache, la haute. Ici, c'est un peu le cœur de la ville, là où les gens se rencontrent, là où les jeunes passent. Voilà, c'est l'endroit de Tana où on peut flâner tranquillement un après-midi, quoi. Qu'est-ce qu'elle représente pour toi, cette ville de Tana? D'abord, ça représente une source d'inspiration. Tana, c'est une ville qui m'inspire beaucoup. C'est une matière à création, presque. C'est aussi le décor choisi souvent pour mes pièces, mes slams poésie. C'est une ville que tu aimes? C'est une ville que j'aime, mais c'est une ville aussi... voilà, il y a une espèce un peu de relation amour-haine comme ça, parce que c'est une ville attachante, mais en même temps, on se cogne beaucoup ici. Pourquoi tu dis qu'on se cogne contre Tana? Ici, on se cogne contre les gens. Il y a cette proximité, mais cette promiscuité aussi. On se cogne contre une ville où quand même il y a la misère ambiante. Donc si on descend un peu plus bas, là on est en hauteur, on voit ce côté un peu bordélique, mais bordélique organisé quand même. Ouais. Tu as fait plusieurs slams, hein, je sais, sur Tana. Oui. T'en aurais un petit là? Les bus s'alignent, ça sent salive. Le cracheur s'indigne, ouais ça arrive. La gamelle d'un gamin devant ma gueule, je me tais, je m'attais ailleurs. La peur au ventre, balle au centre. Balle au centre. Tu me fais visiter Tana? C'est parti. On y va? Là, si on descend, là, il y a aussi une petite vue en bas. Ah d'accord. Mais on va prendre les escaliers. On va prendre les escaliers. Il y a des escaliers, ça fait partie des curiosités de la ville aussi. Il y en a un qui est célèbre, pas loin ici, les 400 marches où on fait les 400 coups. Donc on va faire les 400 coups à Tana. C'est parti. Ça va, ça va. Waouh. Ça, c'est de la... Ça, tu vois, c'est une ville de sportifs. 44, 45, 47, 48, 49, 50, c'est bon, c'est bon. Wow. Bravo. Bravo les sportifs. Salut. Ouais, donc c'est sportif, hein? Ouais, la ville est à nos pieds. Et la ville est à nos pieds. Ouais, mais quand on remonte, on les sent aussi. Quand tu descends dans les paliers aussi, ouais. C'est sûr. Ah ouais, regarde, le stade, il est en plein centre de la ville. Ouais, l'ancien stade municipal devenu le stade Barea en l'honneur de l'équipe de foot nationale. Ce sont les Barea. Les Barea, c'est ça. Toute une fierté ici. En fait, Tana, c'est une ville de sportifs, mais c'est aussi une ville d'artistes. Ouais, il y a plein d'artistes. L'art ici, on peut le dire, foisonne. Hein. Il y a des artistes visuels, des artistes de spectacle vivant, des artistes de rue, des graffitis, il y en a dans la ville, beaucoup aussi. Donc ouais, on assiste vraiment peut-être aussi à l'émergence d'une jeunesse qui crée à Madagascar et à Tana plus particulièrement parce que la ville les nourrit d'une certaine manière. Ils sont peu nombreux, mais il y a quand même des lieux alternatifs à Tana. La teinturerie fait partie de ces espaces culturels où existe une vraie mixité sociale. Ici cohabitent une galerie d'art et une salle de concert. Ce lieu, c'est aussi un engagement pour son directeur, Taina.
Et cet endroit-là, c'est vraiment un lieu dédicacé des rencontres des artistes et le public. C'est fait pour ça. Nous, on aime bien aussi l'interculturalité, c'est-à-dire le mélange des gens de différents pays, de différentes cultures. Et ça, c'est important aussi pour nous, en tant que Madagascar, une île. On aime bien s'ouvrir à d'autres mondes, de connaître ce qu'ils ont fait les autres. Et nous, on va proposer quelque chose aussi. C'est pour ça qu'on a créé cet endroit. L'avenir de Madagascar, je pense que c'est la créativité, quoi. On a cette créativité, on a besoin, parce que sans créativité, on ne peut pas réaliser nos rêves aussi. Ce soir, c'est le groupe Croûte-Tamboul qui fait chauffer la scène de la teinturerie, le lieu de rendez-vous des artistes de la capitale et d'un public qui fait monter la chaleur d'un cran au cœur de la nuit malgache. Ici, on est à un Peflou, un quartier aussi d'artistes. Il y a plein d'artistes qui vivent ici même et qui ont représenté un peu leur Madagascar du futur. Donc là, c'est écrit Manumketun Fiuvan, ça veut dire ici commence le changement. Katsi Zanninsun, ça veut dire ça ne va plus s'arrêter. Et c'est eux-mêmes, hein, ils prennent en main le drapeau et ils ont une vision un peu peut-être utopiste du Madagascar du futur parce qu'ils voulaient changer le Madagascar, terre des ancêtres, Taninjazana, en Madagascar, terre des enfants, Taninzanaga. Donc se tourner vers le futur. Un Madagascar d'avenir. Un Madagascar d'avenir, complètement. Ça, c'est de la voiture. J'adore. Très vintage, hein, les voitures à Madagascar. Quelle est ta relation, toi, avec la langue française? La langue française, pour moi, c'est vraiment une machine à rêver parce que c'est génial de pouvoir s'approprier une langue comme ça et de pouvoir voyager et la faire voyager aussi. Ces sandales sentent la boue, sentent la misère, ils se l'avouent, sur les pavés glissants des années 1900. Les charrettes, les ébus, des corps de la ville déchus, les marchés, leurs étals, le doux parfum de nos dalles. Quand on s'approprie une langue, on la fait sienne et on peut aller vers l'autre. Et le français permet ça, et c'est ça qui est extraordinaire, c'est que c'est pas seulement le français des Français, c'est aussi le français des Haïtiens, des Québécois, des Congolais et des Malgaches. Et ça, pour moi, c'est un outil formidable de pouvoir aller vers l'autre. La langue française, c'est ton outil de travail. Ouais. Tu as écrit, non, des slams sur la langue. Oui, sur peut-être la poésie en général. Ce que dit le poème n'engage que le poète et nulle autre personne. Celui qui sème le vent récolte la tempête ou pire un cyclone. Génial. Merci Gad de m'avoir fait découvrir ce Tana qu'on ne voit pas si souvent. Alternativo Antananarivo. C'est pas mal. C'est pas mal ça, pas on peut mal, dire ça. ça. Merci à toi. Je te le garde. Merci. À Madagascar, les deux langues officielles sont le malgache et le français. Toutes les deux sont langues de l'administration et langues d'enseignement. Mais le français est surtout la langue de l'emploi, en particulier dans les grandes villes du pays. Pourtant, on estime à 20% le nombre réel de locuteurs francophones à Madagascar. L'école est donc au centre de toutes les attentions des autorités éducatives qui coopèrent avec l'ambassade de France pour une meilleure formation des professeurs de français et pour leur donner dans leurs cours des outils innovants comme des tablettes numériques. J'ai une peine infinie à l'obtenir. Tout le monde en veut. Donc c'est à nous, enseignants de français, équipe pédagogique, qui cherchent tous les moyens pour qu'ils puissent avoir les ouvrages entre les mains. Et nous trouvons que les tablettes, ce sont les moyens pour nous d'inviter les élèves à aimer la lecture d'abord, à apprécier la langue française avec la culture qui va avec, pour qu'ils puissent aussi se démarquer par rapport aux autres élèves. Les élèves, eux, manifestent un vrai plaisir de lire de la littérature sur ces tablettes.
la littérature m'a permis de m'améliorer en français, surtout l'oral et l'écriture. Quand je lis un livre, je pense que je suis dans un monde de rêve, puisque quand je lis des livres, je le vis vraiment. J'aime la cour de littérature française car ça me permet de bien lire les livres en français, de bien parler le français et aussi de communiquer avec les étrangers. Plus tard, j'aimerais bien être une avocate. J'aime bien défendre les gens, je suis un peu bavarde et c'est pour cela que j'ai choisi ce métier pour plus tard. Dans le plus grand lycée du centre de la capitale, le club de français permet aux élèves d'avoir une relation plus décomplexée avec la langue française. L'animateur, Ange, propose à ses élèves d'avoir un rapport direct avec le français via le théâtre. On va commencer la répétition. Tony, tu ne devrais pas tourner le dos au public. Tu dois te mettre toujours du bon côté. Mais c'est la chanson qui remporte tous les suffrages en termes d'enthousiasme pour les activités du club. Bienvenue, je suis Ange, responsable en animation au club de français. Voici mes élèves. Salut! On va faire une chanson, on écrit sur le mur. On écrit sur le mur le nom de ceux qu'on aime, des messages pour les jours à venir. On écrit sur les murs à l'encre de nos rêves, on décide tout ce que l'on voudrait dire. On écrit sur les murs l'avance de nos rêves, nos destins portent un graffiti. On écrit sur les murs que l'amour se lève, avant que jour sur le monde endormi. J'aime chanter en français parce que c'est trop cool et ça fait sortir mes sentiments. Et je suis tellement heureuse quand je chante, alors j'aime chanter. Je suis pas comme les autres, moi. J'ai trop vécu, tu peux pas me bercer ni me faire rêver. Je suis insomniaque, moi. Je suis trop consciente de tout ce qui bouge et ça me fatigue. Mais attention, le slam est aussi un moyen pour ses élèves de dire en français ce qu'ils ressentent au fond d'eux-mêmes. Je suis juste cette petite fille non départée, non noyée dans mes mots, mes silences, mes inspirations. J'aime faire de slam parce que ça me remonte le moral. Et j'adore écouter des slams. Voilà. Quand je slam, je me sens que les mots m'emportent voyager. Et il y a une émotion qui se dégage, il y a une tristesse qui s'enlève et tout. Je vais rencontrer 3 entrepreneuses, Fitia, Ando et Andri. Elles ont fait leurs études en France et ont décidé de revenir dans leur pays pour créer Pok Pok, une ligne de sac faite à partir d'un savoir-faire ancestral propre à Madagascar, le travail du raffia. Pour cette collection capsule, c'est vraiment de pouvoir travailler sur les tressages. Pour découvrir leur univers, Andri m'a donné rendez-vous tôt le matin dans un lieu connu de tous à Antananarivo. Salut Angène. Hello. Tu vas bien? Ça va et toi? Ça va. Tu m'as donné rendez-vous dans le marché. Ouais, le marché de l'artisanat malgache qui est ici depuis des années. Et aujourd'hui, je vais vous faire découvrir la matière qu'on utilise qui est le raffia. C'est quoi le raffia? Alors, le raffia, c'est une fibre végétale qui provient d'un palmier endémique de Mada. Donc 80% de la production mondiale provient de Madagascar. D'accord. Et c'est avec ça que vous faites nos sacs. Vos sacs. En raffia. En raffia. Voilà. Et je vais t'amener donc chez notre fournisseur principal qui travaille avec nous depuis des années. D'accord. Voilà. Let's go.
Angène, il est très tôt et il y a déjà plein de monde dans le marché. Effectivement, alors tu sais, nous les Malgaches, on est des lève-tôt. D'accord. Alors le marché artisanal, il ouvre à 4h, 5h du matin. D'accord, donc toi, tu es obligé d'être une lève-tôt aussi. Exactement. Dur, dur. Bonjour. Bonjour. Alors donc Monsieur Touze, notre principal fournisseur en raffia naturel. D'accord, donc c'est ici que vous vous fournissez pour vos sacs. Exactement. Donc le raffia, il se présente comme ça au départ. C'est ça, exactement. Donc nous, en termes de qualité, en termes de longueur, puisqu'on regarde en fait surtout la longueur aussi du raffia, de la fibre, c'est chez Monsieur Touze qu'on a tous ces critères qui sont bien remplis. Donc en fait, le raffia, c'est une fibre qui est utilisée uniquement pour les sacs? Alors pas uniquement, en fait si tu veux, historiquement le raffia a été utilisé pour les toitures de maisons en bois dans le nord et a été ensuite diversifié sous diverses formes, en tapis, en sac, voilà. Maintenant, direction l'atelier puisque Monsieur Touze nous a préparé nos petites bottes en raffia. Donc c'est parti pour l'atelier. C'est parti pour l'atelier. Où tout va être parti. Transformé. Transformé, super. Et on va à l'atelier avec la fameuse 4L. C'est ça, exactement. Les taxis de Tana. Hop là. Allez, c'est parti. Pourquoi vous avez décidé de vous installer dans ce quartier de Tana? Alors déjà parce que c'est une propriété familiale et puis il se trouve qu'en plus c'est le quartier historique du raffia. Donc on a toutes les ressources dans ce quartier-là, les crocheteuses, le raffia, voilà. Et là on va retrouver ton associé. Fiti, mon associé qui est donc par la même occasion ma cousine. Et il se trouve que c'est une aventure donc familiale et c'est elle qui va donc nous présenter l'atelier. Et on va voir comment se fabriquent vos objets. Exactement. Vos sacs. C'est ça. Ok. Allez, on est arrivé chez toi et le raffia est là. Okay, let's go. Ce qui est bien, c'est que c'est pas lourd, Pas du tout. le raffia. Ouais. Merci. Merci. C'est parti. Par là. Très sympa chez vous. Merci, bah bienvenue. Et voilà Fiti. Coucou. Bienvenue à l'atelier. On te ramène du raffia, du marché. Waouh, bah merci. Enchanté de te rencontrer. Bah oui, pareillement. Je te fais visiter l'atelier. Un grand plaisir. Alors, bah tu vois, donc ici tu as le raffia qui est suspendu parce que c'est important en fait qu'il prenne un petit peu l'air et pour éviter d'être enfermé dans une pièce qui prenne l'humidité. Et il est de plein de couleurs alors. On s'inspire des paysages de Madagascar, donc c'est pour ça en fait on a choisi des couleurs un petit peu minérales. Voilà, ça fait un petit peu comme un arc-en-ciel. Donc il est teinté. Il est teinté et en fait nos teintes sont labellisées Ecotex, donc ça veut dire non toxique pour l'environnement. Bah, je vais te montrer comment on le travaille. Ouais, d'accord, très bien. Avec les crocheteuses. Voilà, avec les crocheteuses, notre jolie équipe de crocheteuses. Bonjour. Comme tu vois, en fait, elles sont en train de crocheter chaque pièce. Il y a beaucoup de dextérité dans leur travail. C'est vraiment un savoir-faire en fait ancestral dont on a vraiment hérité. Parce qu'en fait, le raffia, cette fibre végétale, donc nous on l'utilisait à l'époque pour les habitations. Tu sais. Et puis petit à petit, de fil en aiguille, c'est le cas de dire. On a fait des paniers. C'est le cas de le dire. Et puis la matière, elle est à la fois souple et résistante. Elle est souple et résistante. Donc un sac, il dure longtemps. Il dure longtemps normalement. Après, il y a juste une chose qu'il n'aime pas, c'est vraiment la pluie, l'eau, etc. D'accord. Et donc là, tu as les pièces finies. Nous, on est sur vraiment plutôt des sacs. Et là, tu as par exemple les 4 couleurs qu'on a choisies qui font en fait l'arc-en-ciel, dont je parlais tout à l'heure, puisque Avan veut dire arc-en-ciel et c'est le nom de notre ligne. Et vous exportez partout dans le monde? Nous, on est distribué en Afrique, notamment à Abidjan, dans certaines régions de la France, tu vois, aux États-Unis, on est à New York aussi, et en fait, voilà. Donc on peut voir à travers la planète des gens se promener avec des sacs 100% Madagascar. C'est ce qu'on espère. Ouais. Super. Je me rends compte que pour ces entrepreneuses, développer l'économie malgache, malgré les conditions difficiles dans lesquelles se trouve le pays, est un engagement. Elles peuvent compter sur des soutiens pour leur entreprise, comme celui de l'ambassade de France. Je décide de rencontrer une autre femme engagée dans un tout autre domaine, l'agriculture.
Elle s'appelle Boeng et après des années à travailler dans le marketing, elle a décidé de créer une forêt comestible dans une commune rurale à 15 km d'Antananarivo. Pour découvrir son projet soutenu par l'Organisation internationale de la francophonie, je traverse des paysages étonnants de terre rouge à quelques kilomètres à peine de la capitale. Bonjour Boeng. Salut Yvan. Ça va? Oui, très bien, je te remercie. C'est très très beau chez toi. Merci. Tous ces arbres-là, c'est vous qui les avez plantés? Il n'y avait rien et on a planté tout ça. Pourquoi c'était important de planter une forêt comestible justement ici? D'une part, on a besoin de restaurer l'écosystème, de remettre en place vraiment tout ce qui est biodiversité. En même temps, ça va empêcher l'érosion parce qu'on a vraiment une grande dégradation des sols. Ah oui, comme tu peux le voir là sur les crevasses. On a aussi besoin d'être autonome alimentairement et de créer des revenus pour les paysans aux alentours. Alors c'est quoi justement le projet? Qu'est-ce que tu veux faire sur tout cet ensemble de territoire? Alors le but, c'est de mettre en place une forêt comestible, c'est-à-dire qu'on a une forêt, mais avec plusieurs espèces d'arbres, donc des arbres fruitiers, justement qui vont servir après à produire donc des fruits qu'on pourra transformer et faire des confitures, des jus et tout ça. Après, on aura aussi des arbres autochtones, donc c'est pour la préservation des espèces malgaches qui vont servir à la pharmacopée. Donc l'important pour toi, c'est de regarder loin, c'est-à-dire sur le long terme en fait. À Madagascar, on est trop habitué à tout de suite, donc on essaie d'éduquer les gens justement à être autonome alimentairement, de produire ce que tu vas manger en fait, et après tout le surplus, tu vas pouvoir le vendre et créer des revenus pour toi. Je vois des enfants là ce matin, pourquoi ils sont là? Je fais de l'éducation environnementale avec l'école qui est juste à côté. Très tôt leur apprendre qu'on peut faire de la culture biologique, c'est mieux pour la santé, que ce soit pour la santé des sols et la santé des humains, et justement leur expliquer l'intérêt justement de planter ce que tu vas manger. Tu me montres comment vous faites pour planter ces arbres-là? Alors on plante beaucoup de fruitiers et justement on va aller planter des bananiers aujourd'hui. Des bananiers? Exactement. On y va? On y va. Bonjour. Bonjour. Ça va? Et voilà des bananiers alors. Voilà, je te donne ton bananier. C'est mon bananier. Voilà. Waouh. On va pouvoir le planter là. Donc, ah d'accord, ils ont déjà préparé le trou. Donc alors, je mets mon bananier là. Après, tu remets un peu de compost. Naturel. Naturel, donc c'est fait à base de feuilles mortes, de foin et un peu d'engrais, de plantes vertes. Le bananier va être bien là. Un peu plus de terre, voilà. Un peu plus de terre comme ça. Et on va arroser. On va arroser. D'accord, avec le bidon. Voilà. Ah, ouh, c'est lourd. Un peu lourd? C'est un peu lourd, ça va. Parce que ça a soif un bananier. Ouais. Encore? Ça retient beaucoup d'eau aussi, donc du coup, comme ça va pouvoir permettre de grandir assez vite. Si tu l'arroses comme ça tous les jours, en un mois, il peut atteindre 1,50 m de hauteur. Comme ça dans un mois. Voilà. D'accord. Et donc après, c'est mon bananier. Exactement. Donc il va pousser. Mais je t'enverrai des photos, comme ça tu pourras voir l'évolution de ton bananier. Oui. Puis on va pouvoir manger des bananes. Mais justement, tu reviendras pour pouvoir manger ton fruit. Ça c'est sûr. Merci. Allez, salut bananier. Mon petit bananier pousse bien. Ah. Pourquoi c'est important pour toi de t'engager dans ce projet de permaculture qui est véritablement un projet écologique? Dans mon idée, c'était que je voulais laisser quelque chose d'important pour la génération future. Donc c'était une suite logique de pouvoir laisser donc cette forêt comestible à mes enfants. L'objectif, c'est vraiment qu'on puisse vivre sainement, puisqu'on a tout ce qu'il faut en fait, mais ce n'est pas bien exploité. Qu'est-ce que tu aimes le plus dans ton pays, Madagascar? J'aime bien les paysages, tout ce qu'on a là. Je suis à 15 km de la ville et pourtant je suis en pleine campagne. Où que tu ailles, en fait, tu as toujours un paysage différent du nord au sud. J'aime bien le fait que je puisse vivre dans un pays où on a pas mal de potentiel et pouvoir développer tout cela, en fait, c'est ça qui est très motivant pour le moment. Si tu avais un mot en français pour qualifier Madagascar, ce serait lequel? Ce serait magnifique, parce que Madagascar est magnifique. C'est vrai, c'est magnifique. Mais on a encore énormément de boulot, en fait, pour pouvoir faire ressortir ce côté-là de Madagascar. Mais c'est magnifique. Oui.
Madagascar. Madagascar. Salut les potes! Bonjour, je suis très heureux de vous retrouver pour la suite de notre voyage à Madagascar. Nous allons continuer ensemble à explorer la francophonie de ce pays qu'on appelle aussi la Grande Île. Alors ce que j'ai entre les mains et qui sent très bon, c'est le trésor de Madagascar, c'est de la vanille. Elle s'exporte sur tous les continents. Madagascar est le premier producteur mondial. Et nous sommes ici à Sambave, on l'appelle aussi la capitale mondiale de la vanille. Et dans cette capitale, au parfum vanillé, la francophonie est bien vivante, et ce, grâce à l'Alliance française. Bienvenue à l'Alliance française de Sambave. Cela fait 34 ans que l'Alliance française a été fondée à Sambave. Les jeunes y viennent de toute la ville prendre des cours de français, lire des livres dans la bibliothèque et même danser, la grande passion de la jeunesse malgache. Bonjour, je m'appelle Arsiana. Ma chanteuse préférée, c'est Céline Dion. L'année dernière, j'ai remporté le concours de fête de la musique de l'Alliance française. Cette année, je vais l'emporter aussi. La fête de la musique est l'un des temps forts culturels de l'Alliance française. Les étudiants passent des sélections pour chanter le 21 juin lors d'un grand concert au cœur de la ville. Pour l'Alliance française, le français n'est pas qu'une langue pour chanter. C'est aussi une langue utile dans le secteur d'activité phare de Sambave, la production de vanille. Pour me parler du programme de formation aux Français des planteurs de vanille, j'ai rendez-vous avec Camille, la directrice de l'Alliance française. Salut Camille. Salut Yvan. Ravi de te rencontrer. Bienvenue à Sambave. C'est beau ici. Bah ouais, on est à l'embouchure du fleuve Sambave qui a donné le nom à la ville. Donc Sambave, c'est la vanille. Tout à fait. Donc ça a un impact sur la vie de tout le monde dans la ville et dans la région. Donc c'est important de comprendre d'où ça vient. Pour ça, on va en pirogue. On y va en pirogue, tout à fait. Bon, on y va. C'est dur. C'est dur, non? Pirogue Bosco. Pirogue Bosco. Là, on va voir un champ de vanille, mais vous avez un projet spécifique autour de la langue française là-bas. Tout à fait. On travaille avec des exportateurs de vanille ou des ONG qui travaillent avec les planteurs pour améliorer les compétences linguistiques en français des enseignants des établissements scolaires en brousse. Pourquoi c'est important d'améliorer la langue française? Le français, c'est la deuxième langue officielle de Madagascar et la majorité des programmes scolaires sont en français. Donc en brousse, comme là où on va, et là où travaillent les planteurs, beaucoup d'enseignants sont recrutés juste après le brevet et à un niveau de français très très faible. Donc on travaille avec eux pour améliorer leurs compétences linguistiques et leurs compétences pédagogiques. Ils prennent même leur moto sur la pirogue. Ah oui, bah comme là. En brousse. Ah ouais, ah ouais. Exactement. D'accord. Voilà. Hop. Merci. Eh, très sympa cette balade en pirogue. Bah super que ça t'ait plu parce qu'on continue en taxi-moto maintenant. Ah ouais, en taxi-moto. Ah, ça se mérite la vanille. Tout à fait. C'est l'aventure tous les jours à Sambave. Vers l'infini et la vanille. Les beaux gosses. Salut. Bonjour. Bonjour. Ça va? Oui, ça va. Elle est belle cette moto. Donc en fait la moto c'est vraiment le moyen de transport ici. Oui, il n'y a pas de route carrossable, du coup tout le monde utilise les taxis-moto. D'accord, on va prendre le nôtre? Allez. Super. Au revoir. Du coup on part au village, on va retrouver Émilien Jérôme, le directeur de l'école publique. Il est aussi planteur de vanille et il travaille avec l'ONG Vanille Durable Bémanef. D'accord. Et on part tous les deux sur cette moto? On part tous les deux en taxi-moto avec notre super chauffeur. Salut, ça va? Allez, on y va? C'est parti, l'aventure de la vanille continue. Allez. Sur les routes de Madagascar. Ça tient? Allez, chauffeur. Allez.
Elle est immense, Camille, cette cocotteraie. Oui, c'est la plus grande cocotteraie de Madagascar. Ça s'appelle la soie vagnou. La soie vagnou, ça veut dire quoi? La noix de coco du bonheur. La noix de coco du bonheur. Ah, c'est pas vrai, bah, c'est ça. Moi, je suis en plein bonheur. On est bien arrivé au village d'Antompatch où on va retrouver Émilien Jérôme. Donc, lui, c'est un producteur de vanille comme beaucoup de gens ici dans le village. Voilà, la plupart ont une petite parcelle. D'accord. Et ils récoltent pendant la campagne. Merci. Wouh, ça y est, Camille. On est arrivé. Ah, c'était super beau. Ah, il est là. Bonjour, Émilien Jérôme. Bonjour. Bonjour. Je suis le directeur de l'école Antompatch et je suis un planteur de vanille. Donc tu es à la fois directeur de l'école et planteur de vanille. D'accord. Tu me montres une parcelle? Super, on y va. Donc ça y est, là, Émilien, c'est le champ de vanille. Comment elle pousse la vanille? Pour la vanille, on prend les lianes qui font environ 1,50 m. On les plante dans le sol. Après quelques mois, cela va donner des racines qui vont s'accrocher à l'arbre. C'est comme ça que pousse la vanille. Donc ça, c'est la gousse de vanille, mais elle est verte. Oui, c'est la gousse de vanille, mais verte. En fait, pour arriver à ce stade-là, une fois que les lianes produisent des fleurs, il faut les polliniser à la main, parce qu'à Madagascar, il n'y a pas d'insectes qui pollinisent les fleurs. Après 9 mois de maturation, on les récolte, on les fait bouillir, sécher, et c'est là qu'elles deviennent noires. Donc en fait, c'est ça toute la difficulté de l'exploitation de la vanille à Madagascar, c'est-à-dire que vous pollinisez, vous fécondez toutes les fleurs de la gousse de vanille à la main. C'est cela qui est très dur à Madagascar, car sans fécondation manuelle, il n'y a pas de récolte. Émilien Jérôme, qu'est-ce qu'elle représente, cette vanille qui est à la fois un fruit et une épice? Pour moi, la vanille représente un trésor, et c'est une source de revenus pour nous, les habitants de Madagascar. La vanille est le trésor de Sambave et de Madagascar, mais c'est un secteur fragile, en proie à la spéculation et à la concurrence. Pour que les planteurs comme Émilien Jérôme puissent vivre décemment de leur récolte, il est accompagné par l'ONG Vanille Durable Bebane Kiva, notamment pour une culture respectueuse des ressources et pour une réduction effective du travail des enfants dans les plantations. En termes d'emploi, la vanille fait vivre en effet toute la région. Jean-Philippe est belge, sa femme Belinda est malgache. Tous les deux ont créé Manex Vanille qui exporte leur production dans le monde entier. Des chocolatiers de renom sur tous les continents leur passent des commandes de gousses au gramme près qu'ils envoient dans des boîtes en bois comme des coffres à trésors. Pour Belinda et Jean-Philippe, la vanille est une passion, mais c'est d'abord une aventure collective et un moyen de créer des emplois dans cette partie de Madagascar. Un homme veut d'ailleurs transformer Sambave, c'est son maire, Judicaël Ramangalaza. Cet enfant du pays est parti 15 ans en France où il a été plusieurs années animateur au Futuroscope de Poitiers. Comme il le dit lui-même, son corps était en France, mais son esprit à Madagascar. Fort de cette expérience à l'international, il décide de revenir à Sambave pour développer sa ville, notamment dans le domaine culturel, en créant par exemple pour les enfants une médiathèque gratuite et ouverte à tous. Je ne pouvais pas partir de Sambave sans rencontrer cette personnalité à l'énergie communicative. Monsieur le maire, bonjour. Bonjour. Ça va, Judicaël? Ça va, Yvan. Ça vit, hein, Sambava? Oui, oui, ça bouge parce que mon slogan ici, c'est Sambave Vovo. Ça veut dire quoi? C'est le nouveau Sambave. Sambave, c'est bien sûr la capitale de la vanille. C'est la capitale mondiale de la vanille même parce qu'en termes de qualité, en termes de quantité, c'est la vanille naturelle bio qui sort d'ici et produit, rien que pour Sambave, l'entière de la production nationale. Pourquoi tu aimes Madagascar? Madagascar, c'est un pays riche en biodiversité, en faune, flore,
sous-sol et plein de potentialités économiques. Et pas que la vanille. Ah non, pas que la vanille. Ici, par exemple, le tourisme. On ne parle pas souvent à Samba tourisme, mais ici, on va mettre en place un village touristique, ici même. Il y a beaucoup de richesses. Et surtout, richesse culturelle. Les gens s'aiment, aiment bien accueillir, échanger, partager. Nous partageons ce que nous avons, le peu de ce que nous avons. Mais c'est un beau pays, c'est un pays magnifique et ma ville, moi je l'adore. Samba Vovo, faut pas oublier. J'oublie pas. Samba Vovo. Salut, à bientôt. Merci. Ciao, ciao. Direction maintenant le nord de Madagascar. Je vous amène à Diego Suarez. Mais d'abord, on va faire un petit crochet par Moramang, c'est au centre du pays, pour vous faire découvrir une formation étonnante en langue française. Bonjour madame. D'accord. C'est bon, on est là, on est prêt. La ville de Moramanga est une étape incontournable de la route qui relie la capitale, Antananarivo, à la côte est de Madagascar. C'est ici que se trouve l'une des plus grandes écoles de gendarmerie de tout le pays. Ce matin, Robin part en patrouille avec 2 autres collègues. Nous allons faire la mission de patrouille de la ville pour faire la sécurisation des villageois, patrouille de jour. Le père de Robin était lui aussi gendarme. Pour lui, ce métier n'est pas seulement une histoire de famille, comme pour beaucoup de ses collègues, c'est aussi une passion. C'est à cause de l'insécurité, je veux être protéger ma famille, les gens, les peuples aussi. C'est pour ça que j'ai choisi mon métier d'être gendarme. Il y a beaucoup de monde qui circule, qui viennent nous demander, donc il faut expliquer en français. Il y a pas mal de gens qui passent ici souvent, donc c'est presque, ce sont des Français qui ne savent pas parler malgache. La langue française est au cœur de la formation à l'école supérieure de la gendarmerie nationale de Moramanga. Robin, comme tous les élèves de l'école, suit des cours de langue avec des professeurs de français malgache, mais aussi français. Donc un accident, c'est quelque chose qui a des conséquences relativement graves, d'accord ? Alors qu'un incident, généralement, on parle d'incident mineur. C'est le fruit d'une coopération étroite entre l'ambassade de France à Madagascar et l'école de gendarmerie de Moramanga. Richard est un professeur français affecté spécialement au sein de l'école pour dispenser des cours de langue française aux gendarmes. Dans le cadre de leur fonction, ils seront amenés justement à communiquer, à la fois avec la hiérarchie, d'accord, mais également avec le public. C'est eux qui vont faire des comptes rendus, des rapports, etc., quand il y a des événements particuliers. Donc c'est eux qui vont prendre la parole. On essaye de revenir constamment à des exemples de la vie professionnelle. Il y a un but utilitaire, effectivement, à l'usage du français. Donc dans le rapport... Mais le sésame pour tous ces gendarmes qui apprennent le français, c'est le DELF, le diplôme d'études en langue française, et le DALF, le diplôme approfondi en langue française, délivré par les autorités éducatives françaises et son opérateur, France Éducation Internationale. Pour passer le DELF et le DALF, les gendarmes se rendent à des sessions d'examen à l'Alliance française de Moramanga. C'est le cœur battant de la francophonie dans cette ville. L'Alliance française propose des cours de français au jeune public. Est-ce que vous aimez les animaux? Oui. Mais aussi aux adultes de la ville. Elle dispose d'une grande bibliothèque où les enfants participent à des ateliers lecture en français. Plusieurs fois par an, elle organise des sessions d'examen du DELF et du DALF. Les gendarmes sont un public particulièrement motivé. S'ils obtiennent ce diplôme qui certifie leur niveau de français, ils bénéficient d'une augmentation de salaire. Cet examen vient couronner une intense coopération entre la France et Madagascar pour la formation des instructeurs de la gendarmerie. Un sous-officier est présent toute l'année à l'école auprès de son directeur, le général Rabé Manandjara. Mesdames et messieurs, bonjour. Bonjour, le général. Pour cet ancien élève de l'ENA et de Saint-Cyr en France, ces cours de français sont essentiels. C'est important de parler le français pour ces stagiaires et ces cadres que vous voyez ici, puisque premièrement, tous les documents administratifs sont rédigés en français. Deuxièmement, parce que les cours se font en français. Et pour la troisième raison, c'est que ces gens seront confrontés à plusieurs types d'infractions qui pourraient impliquer des ressortissants étrangers, notamment français. Les gestes que vous allez mettre en œuvre peuvent vous sauver la vie et sauver la vie de vos hommes. J'aime ce métier.
J'aime ce métier qui est au contact des hommes. Je suis content, chaque jour qui passe, de transmettre, de partager ces connaissances dont je dispose de peu. Ça va? Ça bien, mon Dieu. Comme l'a dit Spinoza, la connaissance est le seul bien qui ne diminue pas de valeur lorsqu'on le partage. Diego Suarez, qu'on appelle aussi Anti-Siranana, est la grande ville du nord de Madagascar. Pour la découvrir, j'ai rendez-vous avec Serge, qui est animateur culturel à l'Alliance française. Mais Oxy, c'est son nom de scène, car Serge est aussi un chanteur. Il m'attend à l'aéroport près du Culturebus, qui permet d'emmener la langue et la culture française dans toute la région de Diego Suarez. Salut Serge. Salut, ça va? Ça va? T'as fait un bon voyage? Super. Bienvenue. Hein. Bah merci, je suis ravi d'être à Diego. Bienvenue à Diego, il y a déjà le Culturebus. Il est là le Culturebus? Oui, 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 il est là notre Culturebus. Il est beau. Il est beau, il est jaune, il est Diego quoi. Et on passe pas inaperçu avec lui. Voilà, on passe pas inaperçu. On va découvrir Diego avec ça. Ouais, super. Ouais. Et c'est parti. Merci. L'osso Atia. L'osso Atia. Et là, tu m'amènes où, Serge? Là, je t'amène place Joffre. Parce que passer à Diego sans faire place Joffre, c'est pas passer à Diego. Ouais, c'est parti. C'est parti, Losotska. Losotska. Alors Serge, voici la fameuse place du Maréchal Joffre. Voilà, c'est ici la place Maréchal Joffre. En gros, c'est lui qui a réorganisé la ville avec les hôpitaux, mais surtout le port. Cette statue, c'est aussi la marque de la présence de la colonisation française ici à Madagascar. Voilà, c'est la marque de cette colonisation. Les bateaux entrent de Vavalapas, débarquent ici, déchargent et rechargent tout ce qu'il faut pour repartir en mer. Tu m'emmènes où maintenant? Maintenant, on va passer par l'hôtel de la Marine et Place Musique. Ouais, on y va. Ok, c'est bon. C'est parti. Ok. Attention à la tête. Ah ouais. C'est secret. Ouais. C'est ça l'hôtel de la Marine. C'est ça l'hôtel de la Marine, qui a été bâti en 1925 par un découvreur des mines. C'est avec l'or qu'ils ont plus fait bouger les choses. Il ne reste pas grand-chose. Mais maintenant, il ne reste pas grand-chose, ouais. Parce que Diego a vraiment gardé ça, hein, ce caractère colonial. Oui, c'est une ville qui garde beaucoup son caractère colonial. Et quand on va passer dans la ville, il y aura des bâtiments coloniaux quelque part qui est toujours resté debout. Imaginons que, voilà, retour dans le temps, 1925, on est là. On est là. Les gens bien habillés. Voilà, bien habillés. Il y a les passages. Le piano qui joue. Le bar. L'entrée, le bar, les comptoirs, la réception. Et une douce ambiance. On ferme les yeux. Voilà, on ferme les yeux. Elle est jolie ce kiosque, sa musique. Ouais, c'est ici la kiosque et c'est là que toutes les fêtes de musique se font. Ouais. Il y a les artistes en haut, le public ici en bas, assis ou debout, prêt à envoyer quoi. Et là, on a une vue mais incroyable sur la baie quoi. Et il y a le soleil aussi qui est là, qui est au rendez-vous. Serge, le soleil, le kiosque à musique et cette vue. C'est pas un endroit idéal pour faire une petite chanson, ça? Ouais, une petite chanson. Petite chanson. Petite chanson. Quelle chance quand même
tous les matins de pouvoir se réveiller devant une vue pareille. Ah oui, oui, cette ville de Diego, elle m'inspire. De même, j'ai écrit une chanson sur la ville qui s'intitule Itu Ninei. Natia fakato mobile timangai fazing fahitune. Nami argo dalala bemala matone ma viamne. Et tout, c'est ici, et peu importe les difficultés, les routes sont difficiles, il y a trop de boue, il y a des chaleurs, la vie c'est dur, mais c'est ici chez nous, c'est Diego, c'est ma ville. Et on est pas mal chez toi. Voilà, Losotska. Losotska. Ok. C'est trop beau. Serge me propose de rencontrer Sophie, la directrice de l'Alliance française de Diego. C'est l'une des plus belles alliances du réseau malgache qui en compte 29 sur tout le territoire. Installée dans un ancien marché couvert au cœur de la ville, l'Alliance française propose des cours de français, un accès libre à la médiathèque, des résidences d'artistes et une programmation culturelle qui fait vivre la francophonie dans tout le nord de Madagascar. Sophie m'attend près du Culturebus, une initiative très originale de l'Alliance française de Diego Suarez. Le Culturebus est là et Sophie aussi. Salut Yvan, Salut ça Sophie. va? Le Culturebus, c'est bien rempli. C'est bien rempli, on a tout ce qu'il faut, les instruments, les tables, les chaises, les nattes, le vidéoprojecteur. Tout ça pour faire des animations. En animation, dans un village de Brousse, le village de Betaïch. D'accord. Et si tu es prêt, on va partir avec Serge et Fita, qui est responsable du Culturebus. Salut Fita. Et nos animateurs nous attendent là-bas. Bah super, on est parti. Et avec Justin, que je connais bien. Allez, on y va. Et nous voici dans le village de Betaïch. C'est parti. Papaye, vite. Pourquoi toi t'aimes bien animer ces jeux avec les enfants? Les enfants, ça me donne vraiment de l'énergie. Ouais. Avec les enfants, pour moi, c'est la vie. Et j'ai vu, tu parles parfois français, parfois malgache, tu mélanges vraiment les langues. Oui, c'est important de mélanger les langues parce qu'il y a des enfants qui connaissent le français, il y a des enfants qui ne connaissent pas le français, il y a des enfants aussi qui ne connaissent pas bien le malgache. Et donc, ça colle avec tous les enfants. Ça colle bien. Vous allez prendre le livre avec ce monsieur et les autres avec la demoiselle. Fernand le Gourmand. Fernand le Gourmand. Pourquoi c'est important pour vous de faire venir le Culturebus jusque dans ce village? Le livre, par exemple, n'est pas présent dans le village, n'est pas présent même à l'école du village, il n'y en a pas ou peu. Donc c'est vraiment important de venir ici, d'apporter cette opportunité pour les enfants de lire les livres, de les toucher, de découvrir l'objet. Oui, ils n'ont pas de contact avec les livres. Ils n'ont pas de contact avec les livres, voilà. Là, il y en a qui ne savent pas lire, mais ils ont juste les livres dans les mains et c'est important. Et ensuite, dans une deuxième partie de l'animation, il y a Jessica qui va lire un livre devant eux, raconter l'histoire. Je vais vous lire Salut petit pois. Salut l'épouvantail. On essaye aussi de mixer toujours avec un côté plus artistique, en prenant des artistes locaux comme là l'association Qui dit Percu qui va jouer tout à l'heure de la percussion devant eux. Donc ils vont jamais à l'Alliance française. Donc ils vont jamais à l'Alliance française. Voilà, l'Alliance française est beaucoup trop loin pour eux, ça a un coût beaucoup trop élevé. Et puis il y a aussi le fait qu'il y a une timidité des gens à aller jusque dans l'Alliance française. Donc il est vraiment important qu'on aille vers eux. C'est ce qu'on fait aussi sur nos programmations culturelles. On va dans les quartiers, on fait beaucoup de hors les murs pour toucher ce public qui en fait n'a pas le réflexe de pousser les murs de l'Alliance. Et partout, on se rassemble. C'est une alliance mobile quelque part qui amène l'Alliance
auprès des gens. Et qu'est-ce que tu ressens toi quand tu viens ici dans ce village, quand tu vois tous ces enfants en train de lire des livres? De la joie de pouvoir apporter des petits moments différents dans la vie de ces enfants, des moments d'ouverture sur autre chose, sur le livre, sur la culture. Au revoir à ta voisine et au revoir à ton voisin. Les filles et les gars qui se disent au revoir comme ça. Et j'espère que ce voyage en francophonie à Madagascar vous a plu. Je n'ai qu'un seul conseil, venez dans ce pays aux multiples visages, venez découvrir une nature que vous ne verrez nulle part ailleurs. Et puis, il y a ce sourire, cette gentillesse, cet accueil des Malgaches. Rien que pour ça, mais aussi, vous l'avez compris, pour plein d'autres choses, ça vaut le coup de venir sur la Grande Île. Nous, on se retrouve très prochainement pour une nouvelle destination. D'ici là, portez-vous bien où que vous soyez sur la planète francophone. Salut!